Bonjour Lise. Bonjour Françoise. Lise comment? Lise Tremblay, comme tout le monde au Québec. Comme tout le monde au Québec. Oui, c'est un nom très commun. Lise, c'est un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui de nouveau à Stockholm. Vous êtes venue il y a une dizaine d'années. Oui, il y a une dizaine d'années, dans un colloque sur la nordicité, je me souviens bien. L'écrivain de la nordicité. Voilà. Vous êtes écrivain de la nordicité? On dit ça. Moi, je suis pas très consciente de quelle sorte d'écrivain je suis, mais on me dit ça. Et on me dit d'autres choses aussi. On me dit un écrivain de la désespérance. On me dit un écrivain. Les gens me nomment et moi, j'essaie de faire mon travail et je m'en préoccupe assez peu, en fait. Vous avez été enseignante. Oui, pendant 30 ans. Et maintenant, vous êtes à la retraite. Je ne suis pas à la retraite, j'ai arrêté d'enseigner, c'est autre chose. Je continue de travailler quand même. Et vous habitez toujours à Montréal? Je n'habite plus Montréal, j'habite à 600 km au nord de Montréal, dans une région qui s'appelle le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais qui est considérée comme le Moyen-Nord du Québec. Le Moyen... On appelle ça le Moyen-Nord. Parce qu'il y a donc le Nord, le Moyen-Nord et le Nord-Nord. Puis il y a la Côte-Nord. Et la Côte-Nord. Il y a beaucoup de Nord. Mais chez moi, c'est le Moyen-Nord. Et c'est un petit peu en bas du 50e parallèle. Ça, c'est le Moyen-Nord. Et après, on change. Et la végétation change et tout change. Alors, Lise, il y a 2 questions auxquelles j'aimerais que vous répondiez honnêtement. Ce sont les questions que l'on pose à tous les écrivains que nous recevons à l'université. Quel est le lieu qui vous est cher? Le plus cher, c'est sûrement le lieu où j'habite maintenant, parce que j'habite sur le bord d'un lac. Ça s'appelle le lac Xavier. Et j'ai eu la chance de faire construire une petite maison. Et cette petite maison-là, c'est la première fois que je le dis, mais c'est comme un peu l'aboutissement d'une quête. Oui, oui. Et cette petite maison-là, bien qu'elle soit très simple, mais très, très, très précieuse. Et c'est mon lieu favori. Et c'est là où vous vivez? Maintenant, j'y vis et j'y écris. Et vous écrivez? Avant, c'était un très vieux chalet qui avait 87 ans, qu'on a démoli et on a refait une maison. Mais c'est le même lac et le même lieu. Et comment se passe une journée à Lac-Xavier? Ça dépend des jours. Si je suis en période d'écriture, ça veut dire que j'écris autour de peut-être 7h30, 8h le matin jusqu'à 11h à peu près. Ensuite, l'architecte m'a fait une sorte de mezzanine dans laquelle il y a mon bureau qui donne sur le lac. Et en haut, c'est le travail et en bas, c'est la vie ordinaire. Et dans la vie ordinaire, vers 11h, je descends et je commence à regarder qu'est-ce que je vais me faire pour le lunch. Je cuisine beaucoup, beaucoup. Et j'écoute les nouvelles. C'est la vie normale qui commence. Et là, en général, je prends mon lunch et ensuite, je lis. Quand même, peut-être 1h30, 2h. Et je fais de la marche rapide, peut-être 1h30. Et si c'est l'hiver, je rentre le bois. Je déneige l'entrée. C'est une vie très calme et très, très simple. Vraiment très, très simple. Et vous habitez dans la forêt? Oui, c'est dans le bois. C'est le moins qu'on puisse dire. Avec il y a peut-être d'autres animaux que des chats et des écureuils. Ah oui, il y a beaucoup d'animaux parce que j'habite à côté d'un parc. Ceux qui jamais voient cette vidéo-là peuvent aller sur Internet. Ça s'appelle le parc du Mont-Valin, où il y a des fantômes de neige. Des fantômes de neige? Oui, si on fait Google, on fait fantômes de neige et on voit des fantômes de neige. C'est-à-dire qu'il y a tellement de neige sur les sapins qu'on ne voit pas la différence et ça fait comme un vrai fantôme, comme on voit dans les films avec un grand drap blanc, là. Et c'est un parc où la nature est protégée. Et moi, j'habite à 2 kilomètres de ce parc-là. Donc, les animaux savent pas que le parc est fini. Il n'y a pas de frontières. Il y en a, mais pas pour les animaux. Il ne va pas ici, le parc s'arrête. Donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de faune. Il y a des loutres, il y a des loups, il y a des ours, il y a des orignaux, il y a des visons. Il y a des belettes, il y a des perdrix, il y a des cougars. Qu'est-ce que c'est un cougar? C'est un animal assez rare qu'il n'y avait pas avant dans le nord du Québec, qui était surtout dans le sud. C'est comme une sorte de gros chat. J'appelle ça un chat d'hiver, là. C'est à peu près haut, comme ça. C'est très rapide. On en voit très rarement. J'en ai vu un l'hiver dernier et je pensais que j'avais la berlue.
Et je suis allée voir parce que je suis allée voir dans le répertoire du parc. Oui. Et oui, il y en a. Parce que j'en avais jamais vu. Je croyais que ça se pouvait plus ou moins, en tout cas. Mais j'en ai vu un. Très rapidement, parce que derrière chez moi, il y a une montagne. Et il y en a d'autres, je dois oublier, là. C'est fourni, là. C'est parce qu'il y a le parc. Évidemment que le parc est une protection pour les animaux. Donc, c'est votre lieu. Oui, c'est mon votre lieu. Et au Québec, on dit une fille de bois. vous êtes une fille de bois. Ouais. Et je l'ai toujours été. Et quel est, dans ce cas, la deuxième question, c'est l'objet qui vous est cher? En fait, c'est mes instruments de cuisine en bois, surtout mes cuillères de bois. Ça, c'est bizarre, mais je cuisine beaucoup. Et une bonne cuillère de bois, c'est très, très, très important. Et ça a l'air drôle, mais c'est les choses... C'est précieux pour moi. Oui, c'est précieux. Pour moi, c'est précieux, une bonne cuillère de bois, parce que j'ai une cuisinière au gaz, il faut faire attention. Bon, c'est précieux. Et quand on me demande, c'est bizarre, parce que c'est un objet très simple. Mais pour moi, c'est... Et quand je vais dans les magasins de cuisine, je regarde les cuillères de bois, celle-là, la longueur, comment elle est, est-ce qu'elle, j'aime comment elle est faite. Non, c'est presque une maladie. Non, mais et quelle est la recette que vous aimez refaire? Ou est-ce que vous inventez? Je refais beaucoup. J'invente peu. J'invente un peu, mais pas... Je fais une excellente tagine aux olives et au citron confit. J'attendais un plat québécois, mais pas du tout. Non, tagine. Ça, c'est un plat algérien que je fais. Mais je fais des plats québécois aussi. Mais ma recette dans laquelle tout le monde est comme... émerveillée, c'est ma recette de tagine. Quand je veux impressionner, je fais ma recette de tagine. Et où est-ce que vous l'avez apprise? Je l'ai apprise à Paris. Quelqu'un m'a montré à Paris. Et quand je suis rentrée à Montréal, j'ai acheté une tagine. Une grosse tagine de grains, pas celles qui vont pas au four, mais celles qui vont au four. Et j'en ai commencé, puis j'allais chez... Il n'y a pas de citron confit à Chicoutimi, mais j'en fais venir. Et là, j'ai appris qu'on pouvait les faire, alors je vais les faire. Et vous avez parlé d'un poisson. Un poisson qui a muté, un saumon qui s'est adapté. Il s'est adapté. Dans le lac Saint-Jean, c'est un immense lac qui a presque 45 km de large. C'est énorme, là. C'est 3 fois à Belgique, la région du lac Saint-Jean. Et c'était une mer intérieure qui s'est retirée et il y avait un saumon. Et ce saumon-là s'est adapté et il est devenu comme un saumon d'eau douce. Et les Amérindiens appelaient ça une ouananiche. Nous aussi, on appelle ça une ouananiche. Et si on est chanceux, moi j'ai un frère très pêcheur, alors je suis très chanceuse, j'ai des ouananiches. Et ça, exactement comme un saumon, ça remonte les rivières, pareil, sauf qu'il s'est adapté à l'eau qui n'est pas salée. Un poisson sage. Un poisson sage, c'est ça. Et c'est extrêmement bon. C'est une chair assez particulière, assez légère. Faut pas trop mettre de trucs dedans, faut que ça... voilà. Lise, est-ce que vous aimeriez lire un extrait de votre recueil de nouvelles, La Héronnière, qui est un livre étudié par nos étudiants à l'université de Stockholm. Est-ce que vous pourriez choisir un extrait que vous pourriez lire? Oui, ben tout à l'heure, j'avais regardé un peu pour trouver un truc qui est... qui va être facile à lire et qui va aller assez rapidement. Alors, c'est une des nouvelles, c'est le début de la nouvelle qui s'appelle « La beauté de Jeanne Moreau ». Oui. Parce que moi, je trouve que Jeanne Moreau était la plus belle femme au monde. Oui. Alors, une bonne chanteuse aussi. Oui, une bonne chanteuse et une bonne actrice. Il fait assez beau. Si ça continue, on va pouvoir faire la Sainte Vierge. On est en retard cette année. Je me suis redressée, j'ai regardé Martine. Ça m'a pris quelques secondes avant de comprendre qu'elle parlait de la statue à l'entrée du village. Pourtant, je savais que c'était elle et son oncle Omer qui l'entretenaient. Au début juin, avec les premiers beaux jours, Martine lave la Vierge à l'eau chaude et au savon doux, et Omer la remaquille avec un peu d'acrylique. Le village possède la statue la plus maquillée de la province, et la première fois que je l'avais vue, elle m'avait fait penser aux Vierges mexicaines trop fardées. Oui, il fait beau avec le froid des derniers jours. C'est difficile de croire que l'été est vraiment là. Tu veux un autre margarita? Non, j'ai pas le temps. Rénal va arriver tantôt. Il vient me chercher pour le film. Il tourne des scènes à la pourvoirie. Je dois leur ouvrir les barrières. Ça va passer quand? Peut-être l'année prochaine, ils ne savent pas trop.
On a un peu parlé du film qui devait aider à promouvoir la région et le village, et qui, comme je devais le constater plus tard, s'avéra surtout une sorte de publicité déguisée pour la pourvoirie de la montagne. Les propriétaires s'étaient mis dans la tête de l'exploiter aussi en été, en y attirant des citadins à la recherche de nature sauvage. Le film était une initiative de Raynal. Je me demandais ce qu'il en retirerait. Il ne faisait jamais rien sans en espérer un quelconque bénéfice. Martine a commencé à faire l'apologie de Raynal. Je connaissais le chanson. Raynal faisait de la publicité pour le village. Raynal avait une grosse carrière à Montréal. Raynal était ami avec plein d'artistes connus. Ce discours avait le don de me mettre hors de moi. Je lui ai coupé la parole. Je lui ai montré une voiture verte qui allait vers chez elle. Non, ce n'était pas celle de Raynal. On les voyait déjà faire demi-tour dans son entrée. Elle a ajouté sur un ton résigné qu'elle a parfois et qui me révolte. Il va y avoir de plus en plus de monde. C'est la saison des étrangers. Elle est repartie chez elle. Elle portait une robe bleu clair dont elle avait copié le modèle dans le catalogue Vogue du magasin de coupons du village. La robe était parfaitement coupée et lui allait comme un gant. Elle semblait n'avoir aucune conscience de son immense beauté. Elle ressemblait à Jeanne Moreau dans Julie June. Je ne lui ai jamais dit, certaine qu'elle n'aurait pas su de qui je parlais. C'était une femme magnifique, intelligente, mais comme le disait mon mari, laissée en friche. Elle n'avait pas pu compléter son secondaire. Merci Lise. Pour vous remercier, voilà un petit cadeau suédois. OK. Qu'est-ce que c'est? C'est un porte-clés? Non. C'est quoi? C'est une assurance vie. Ah bon? J'en ai bien besoin. Ça se met sur le sac, Okay. Ça s'accroche au sac, et quand les voitures roulent la nuit... Il nous voit. Voilà. C'est très joli, François. Il y a un effet de réflexion de la lumière. Lise, tu seras visible dans ton séjour au cours de ton séjour suédois. Merci beaucoup, François. Merci à toi. C'était un immense plaisir.